Bonjour à tous. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver ce matin pour discuter un peu email, campagne, prospection, tous les sujets qui nous intéressent pour développer nos entreprises. On voit que vous êtes déjà pas mal connectés. Juste un petit test pour savoir si vous nous entendez bien. Vous avez le chat à droite, si vous pouvez nous confirmer que c'est bien OK pour vous. Super. Et bonjour avec Alors, l'équipe Ubatex du coup. on va attendre une petite minute, le temps que tout le monde ait le temps de se connecter. Bonjour Erika. OK, on peut peut-être commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Ça va faire venir les retardataires. Ouais, exactement. Vas-y, je t'en prie, Nathalie, on va peut-être commencer on va commencer par toi. Merci. Alors, donc je suis Nathalie, je travaille chez Nomination maintenant depuis plusieurs années. Mon rôle au sein de Nomination, c'est d'accompagner l'équipe commerciale et donc ma mission, c'est principalement de générer des leads, générer des rendez-vous qualifiés pour l'équipe. Et donc je vais vous partager, dans ce webinaire toutes les bonnes pratiques qu'on a pu mettre en place et qui ont fonctionné. Voilà. Et moi, je suis Xavier Tranois, donc je suis cofondateur de Sigilium. Et un peu comme Nathalie, moi, je suis en charge de toute la partie développement de Sigilium. Aller chercher des nouveaux clients, partager ce qu'on fait, partager un peu toute la valeur qu'on peut apporter à travers cet outil-là. Et donc, on se dit, et on se connaît bien avec Nomination depuis un petit moment, ce serait intéressant de croiser un peu nos expertises, de partager ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu voir, ce qu'on a pu essayer sur la partie prospection email, qui est un sujet qui évidemment touche tout le monde. Sur la outbound, c'est quand même un peu la première brique, c'est l'email. On pensait que c'était... il y a 15-20 ans, on pensait que l'email, ça allait être mort, ça allait être remplacé par d'autres choses. Et il faut dire qu'il est toujours là, qu'il n'a jamais été aussi actif, on n'a jamais autant envoyé d'emails. Et donc, on s'est dit que ce serait un sujet intéressant à développer. Peut-être, Nathalie, tu peux nous en dire un petit peu plus sur Nomination. Mmh. Et puis, voilà, après, vous allez sûrement checker nos profils LinkedIn, vous allez aller voir un peu, mais on va vous donner un peu les grandes lignes quand même, quoi. Rapidement, donc Nomination, on produit des données stratégiques sur les décideurs B2B en France. Quand je dis produire, c'est-à-dire qu'on va pas aller scraper la donnée pour aller la restituer telle quelle sur notre plateforme, mais on a une équipe de 60 personnes dont le métier est de vérifier, enrichir, structurer, mettre à jour toute cette information pour la distribuer à nos clients. Et donc cette donnée, elle peut être utilisée de différentes manières. Donc pour la prospection commerciale, prospection email ou téléphone, pour des campagnes de génération de leads. Donc on est équipé d'un outil classique et d'un outil de call d'email pour pouvoir faire des campagnes. Et puis pour plus de praticité, si nos clients le souhaitent, ils peuvent retrouver toute la donnée nomination directement dans leur CRM. Dans quelques lignes nomination. Si vous êtes intéressé pour en savoir plus, on en reparlera à la fin du webinaire. Et Xavier, du coup, je te laisse te présenter Alors, Sigilium. nous, on utilise Nomination, et du coup, on pourra vous en parler aussi. Mais effectivement, on a pas mal, il y a pas mal de choses, de données, de filtres, enfin, de manières de trouver un peu les contacts et de les organiser pour préparer un peu toute sa prospection. Et Sigilium, en quelques mots, c'est une plateforme pour piloter les signatures email de l'entreprise. Nous, notre objectif, c'est de redonner la main aux équipes qui sont en charge de la partie communication, marketing, pour en faire un média, c'est-à-dire d'abord avoir une image de marque qui va être homogène pour tout le monde, et ensuite pousser du contenu ciblé et mesurer si les gens s'intéressent à ce qu'on raconte. Et donc l'idée de ça, c'est de dire, il y a beaucoup d'emails qui sont envoyés à tous les interlocuteurs, profitez-en pour réfléchir à des contenus qui les intéressent et à pousser
un contenu. Alors, vous pouvez pousser le même pour tout le monde, mais vous pouvez aussi organiser un petit peu les choses de manière à gagner en efficacité, en pertinence, et ça vous donnera un peu plus de retour et d'engagement derrière. Donc voilà, c'est un sujet qui nous anime depuis une dizaine d'années maintenant. Ça a l'air d'être un tout petit sujet comme ça, mais l'email, il a beaucoup évolué, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, et on continue à développer le produit, à faire pas mal de propositions autour de ça. Et à l'inverse, nomination et client de Sigilium. Et on sait aussi qu'on peut faire plein de choses avec pour promouvoir nos différentes actus, événements, etc. Donc pour avoir un petit retour net. Si on regarde un petit peu, on avait organisé les choses comme ça ce matin en disant, bah voilà, faire peut-être un petit constat, un état de l'art de là où on en est aujourd'hui autour de l'email. Ensuite, par les ciblages, par les contenus et formes, et puis pouvoir répondre aussi à vos questions que vous pouvez avoir sur le sujet, histoire d'être le plus exhaustif possible là-dessus. Sachant que c'est un vaste sujet, donc il y a peut-être d'autres chapitres ou d'autres choses qu'on pourra aborder sur d'autres webinaires. Si on revient un petit peu sur aujourd'hui, où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé, l'idée c'était d'abord avant de partager un petit peu tout ça, d'avoir un sondage. On vous a préparé 2 sondages. Donc vous pouvez aller en bas à droite dans cette fameuse rubrique sondage, et on voulait d'abord savoir si vous lisez ou si vous répondez à des messages de prospection automatisés. Ça nous permettra d'en savoir un petit peu plus sur vous, sur vos pratiques, parce que très souvent on veut préparer des choses, mais la question c'est de se dire, moi, comment est-ce que j'interagis, comment est-ce que je fonctionne déjà de mon côté, et du coup voilà. Alors, est-ce que vous accédez au sondage, ou est-ce que Nathalie, il faut que tu lances quelque chose? Vous devez accéder au sondage, je pense, puisque je vois qu'il y a des votes. Et effectivement, il y en a quelques-uns qui répondent jamais, mais la majorité quand même répondent de temps en temps. Ah, ça se resserre. On est sur du 60 qui répondent et du 40% qui ne répondent jamais à des emails de prospection automatisés. Mais quand même, ça fait tilt et vous vous dites qu'il faut peut-être qu'on essaye, quoi. Et il y a une autre question, alors je ne sais plus dans quel ordre on les avait organisées, mais est-ce que envoyez-vous des images, envoyez-vous des messages de prospection automatisés? Est-ce que vous le faites déjà? Est-ce que non? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous posez des questions? Enfin voilà. Où est-ce que vous en êtes sur ce sujet-là? Eh bien, on retrouve les mêmes proportions pour la première question. 55% qui n'ont jamais envoyé de message de prospection automatisé, pour 45 qui l'ont déjà fait. Ok, donc on va essayer d'adapter le discours pour tous, que vous compreniez tous bien. Et si jamais vous avez des questions, des termes qui sont pas clairs, n'hésitez pas. Je pense que tout le monde a répondu, Xavier. Ok, impeccable. Est-ce je ne sais pas si on voit le résultat. Dans la partie sondage, est-ce que vous voyez le résultat? Et on voit le résultat, ouais, effectivement. Parfait. J'avais pas moi fait l'exercice et du coup j'étais pas. Eh bien super, ça vous donnera aussi à vous une idée. Donc voilà, vous envoyez pas tous des emails de prospection, c'est la moitié, et il y en a la moitié qui répondent jamais quasiment à des messages de prospection. Du coup, la question qu'on va se poser, c'est pourquoi, et est-ce que tout ça peut changer, et est-ce que ça a du sens? Si on revient sur ce qui a changé, parce que ça a beaucoup évolué, on a vu les choses beaucoup évoluer depuis 10 ans. Peut-être la première, c'est sur les outils et les usages autour de l'email. Si on revient il y a un petit moment, si on revient avant 2010, globalement, on n'avait que les messageries qui envoyaient des emails, donc c'était votre Outlook, votre Gmail, et puis tout était fait à partir de là.
Vous faisiez des petits copier-coller, vous changiez 2-3 trucs, etc. Et puis ça vous permettait d'envoyer un petit peu plus d'emails, mais tout passait par votre inbox. Et puis ça s'est développé. Il y a des CRM qui sont arrivés, il y a d'autres outils qui se sont mis en place progressivement, et on voit qu'on a une croissance incroyable du nombre de SaaS qui existent sur les outils marketing tech. C'est assez ahurissant, et si on les catégorise un petit peu, évidemment, on a la brique CRM. Aujourd'hui, je crois qu'il y a 85% des entreprises qui sont équipées d'un CRM. Il y en a plein, et puis ils sont tous chacun un peu spécialisés ou avec une approche un peu différente. Il y a aussi des outils d'automation qui sont mis en place pour dire, vous voulez faire du volume, on va vous permettre d'aller plus vite, d'accélérer, etc. Dans ce cas-là, passer par un outil comme celui-là, ça va remplacer un peu votre inbox et l'endroit à partir duquel vous envoyez vos emails, et puis vous allez pouvoir mettre des variables et avancer là-dessus. Donc, ils envoient des emails aussi, de la même manière qu'on peut le faire maintenant sur les CRM, et que les équipes sales, elles passent de plus en plus de temps sur un CRM, elles passent de plus de temps à tout piloter depuis le CRM. Et puis, il y a les bases de données qui sont arrivées. Nathalie, je ne sais pas si tu veux en toucher un mot, si tu le feras plus tard, mais aujourd'hui, les bases de données, elles vous permettent aussi d'envoyer des emails, pas seulement juste d'agréger quelques infos que vous allez récupérer. Vous avez des outils tout en un qui permettent de faire tout ça. Et puis les emails, ils sont aussi envoyés à tous vos prospects, mais aussi à vos clients, et depuis les outils de support. Et puis il y a la brique IA qui est arrivée. On s'est dit, tiens, c'est merveilleux, je vais pouvoir faire plein de choses avec mon chat GPT, avec tout ça. Et le constat, c'est qu'on a automatisé plein de choses. On a rajouté une petite brique IA là-dessus. Plus ou moins bien, et pour autant la prospection elle n'est pas beaucoup mieux qu'avant. Elle n'est pas beaucoup plus qualitative, on n'a pas une transformation des messages qui nous multiplie par 10 le taux d'ouverture, etc. Et donc on va regarder un petit peu pourquoi. Peut-être je te laisse la main, Nathalie, là-dessus. Oui. Donc le deuxième constat, c'est qu'effectivement la grande majorité des messages automatisés de prospection ne sont pas efficaces. Quand on a commencé le call d'email 2018-2020, personne ne savait ce que c'était un message automatisé. Personne ne se méfiait. Donc ça marchait très très bien. Aujourd'hui, l'usage vraiment est banalisé. Donc les prospects deviennent plus avertis, mais aussi plus méfiants. Malgré tout, il y a des bonnes pratiques qui permettent d'être encore efficaces. Alors pourquoi j'ai pas de réponse à mes emails automation? Le premier point, c'est effectivement d'envoyer le bon message à la bonne cible. Quelques exemples, on a reçu récemment un email qui me disait bonjour Nathalie, on m'a parlé de votre cabinet récemment, j'aurais aimé échanger avec vous. J'arrête de lire tout de suite, je suis pas un cabinet, je me sens pas concernée. Ou bonjour Nathalie, j'ai vu que vous étiez spécialisée dans la formation sur mesure. Bon, alors voilà, ça me sert d'exemple pour des webinars, mais hormis ça, je vais pas répondre. Donc ça, c'est le premier point. Bonjour Pierre aussi, envoyé à Nathalie. Bon. Alors là, oui, voilà. Tout ça, ça me sert d'exemple. Ça s'arrête là. Le deuxième point, c'est se démarquer. Là encore, dans les exemples des messages de prospection que je reçois. Dernièrement, j'en ai reçu 3 avec la même phrase d'introduction, alors qui venaient pas du même fournisseur. Pareil, hein, ça me fait des beaux exemples, mais en dehors de ça, ça me sert pas à grand chose. Et puis le troisième point, c'est l'automation. Donc l'automatisation, voilà, l'IA par exemple, ça aide beaucoup, mais c'est vrai que des fois ça se voit. Dans les messages que je reçois, il y avait une erreur de chiffrage. Ils expliquaient qui était nomination avec voilà, une erreur. Et cette erreur est revenue plusieurs fois. Donc effectivement, c'est l'IA qui a dû trouver ce chiffre quelque part sur Internet et qui l'a reproduit dans différents messages. Donc pareil, forcément, ça m'a pas donné envie de répondre. Donc on l'a vu, les différents points, le ciblage, le contenu, la forme. On n'en parlera pas ici, mais il y a aussi toute la partie technique à prendre en compte. Ouais, c'est ça, ouais, tout le setup, etc. Après, il y a d'autres raisons sur les taux de réponse, etc. Évidemment qu'on a un contexte qui est un peu plus incertain qu'avant, et du coup, on a des temps de cycle de vente qui se sont rallongés.
parce qu'il y a de l'indécision, on n'a pas tellement de perspectives, donc on n'investit pas forcément sur telle ou telle techno tout de suite. Et donc il y a de l'attentisme, je mets ça dans un coin de ma box, on verra plus tard, ou j'ai d'autres choses à traiter. Et donc je réponds pas à tous ces messages-là. L'autre chose, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui sont concernés ou qui sont mis autour de la table pour un achat. Et donc, vous avez intérêt à contacter pas une seule personne au sein de l'entreprise, mais peut-être plusieurs qui vont phosphorer autour de ça et qui vont prendre une décision. Et donc pas avoir qu'un seul point pilote. Et on voit sur les dernières années qu'on a effectivement une augmentation du nombre de gens autour de la table. La dernière chose, c'est l'IA. Après, on va quitter les constats, on va aller un petit peu plus dans les réponses et ce qu'on propose. Mais en fait, l'IA, c'est très bien. Ça permet d'accélérer pas mal de choses. Ça permet de structurer un peu. Je voyais la semaine dernière autour d'un outil comment est-ce qu'on pouvait faire une description de moi pour savoir comment me prospecter. Je trouvais ça plutôt rigolo. C'est plutôt pas mal. Et ça donne des idées sur le contenu, ça donne des idées sur la forme, sur la manière de rentrer un peu là-dedans. Et donc, on va pouvoir organiser un petit peu tout ça. La limite de l'IA, c'est que, en fait, il faut qu'on aille rentrer un petit peu dans les sujets, qu'on teste des choses pour que ça soit un peu concret, incarné. La limite aussi, c'est de se dire, je vais me retrancher derrière la technique, je vais me retrancher derrière mon IA, et finalement, je vais me décorréler un petit peu du marché, des gens, des attentes, de la prospection un peu classique et de la manière dont je vais pouvoir aborder vraiment mon client, mon prospect. Et ce que dit Gartner, c'est que on va perdre vis-à-vis de l'IA, parce que c'est toujours un peu séduisant les réponses qu'il nous apporte, de la criticité. On va perdre un petit peu en autonomie et puis de se confronter vraiment au client, et c'est pas forcément une bonne chose. Et donc il faut garder un tout petit peu d'esprit critique là-dessus, et puis pas hésiter à décrocher son téléphone ou à envoyer un email pour rester un petit peu dans la course, et pas juste se dire j'ai fait mes petites automations, moi je pense que ça va marcher, et en général on va se planter sur le résultat, quoi. Si on rentre un petit peu concrètement sur le sujet, on vous avait mis 50 exemples et on en a gardé un qui n'était pas inintéressant. C'est un truc de la semaine dernière, donc on n'est pas allé le chercher en 2010. Le cas d'école, c'est une boîte qui fait la prospection automatisée et qui envoie un message en disant je vais vous permettre donc la promesse de la boîte, c'est de combiner la prospection à grande échelle avec de l'ultra personnalisation. Le titre, il n'est pas tout à fait ultra personnalisé. À la limite, pourquoi pas, la prestation, on fait pas de la prestation, on n'est pas une agence, ou on n'est pas un cabinet, on n'est pas dans le médical, mais pour autant, le sujet, on va dire qu'il est neutre, et on peut l'ouvrir. Ensuite, si je vous le lis rapidement, je ne sais pas si vous le voyez en grand. Bonjour Xavier, j'ai découvert votre entreprise et j'ai apprécié comment CGI me propose des signatures email puissantes, garantissant cohérence graphique et contenu ciblé. Il m'en a tellement rajouté sur mon truc pour être sympa, qu'il me redit un peu trop ce que je fais, et que l'automation, on le voit, et elle est tout de suite, on se dit, tiens, hop, filtre, méfiance, hop, ça va finir en spam. Et donc ce fameux Mathis, il me dit, c'est ton jour de chance, t'as gagné, on cherche des entreprises comme par hasard qui ressemblent à la tienne, et on voudrait, on t'a sélectionné, donc c'est un peu le côté loto, etc. Il y a plein de trucs qui vont pas là-dessus. Et j'ai l'air de correspondre à ces critères et à la manière dont il voudrait me faire rentrer dans son CRM. Et donc là, on n'est pas du tout dans une posture de j'ai une raison d'appeler la personne et je vais proposer quelque chose qui est vraiment adapté derrière, quoi. Donc, qu'est-ce qui manque à tout ça? D'abord, effectivement, il n'y a pas de raison de me contacter spécialement, à part de me dire que ce que je fais, mais ça, je le sais déjà. Ensuite, la proposition de valeur, elle n'existe pas dans cet email-là. Il n'y a pas de plus-value à pousser les discussions avec Mathis pour en savoir un peu plus, parce qu'il y a quelque chose que j'ai identifié, ou un pain, ou quelque chose qui va me faire avancer là-dedans. Et ensuite, il s'est jamais posé la question de qui on était, ce qu'on sait, etc. Il s'est dit, j'ai mis en place quelque chose qui est scalable, qui va fonctionner avec la possibilité de faire ça de manière industrielle, mais à aucun moment je vais me poser la question de ce que fait vraiment Sicilia, mais de est-ce que c'est intéressant pour eux de venir travailler avec moi. Et c'est là où on va avoir des résultats qui vont être assez catastrophiques, pas en termes de délivrabilité, parce qu'il s'est assuré côté technique de faire un petit setup de sa boîte, de toute la partie des KM, des marques, SPF, etc. Enfin, de faire que ça s'envoie bien et que ça arrive jusqu'à
jusqu'à ma boîte mail. Il a fait un message scalable, il peut remplacer mon prénom, il peut remplacer 2-3 trucs, etc. Ça, il n'y a pas de problème, mais il a oublié que moi, ça m'intéresse pas, ou il a oublié de se poser la question de ce qui, moi, m'intéresse, ou de comment est-ce que ça pourrait être intéressant qu'on démarre une conversation là-dessus, puisque finalement, c'est l'objectif de la prospection. Et donc, il y a un vrai enjeu d'abord si on quitte un peu, on va dire, ce qu'il faut pas faire et qu'on avance un peu dans les réponses, il y a un vrai enjeu de ciblage et je pense que Nathalie va pouvoir vous partager pas mal de choses là-dessus, quoi. Effectivement. Le ciblage, effectivement, c'est le point de départ de votre campagne. Et nous, quand on demande à nos clients qui sont leurs potentiels prospects et qui nous répondent qu'ils s'adressent à tout le monde, voilà, c'est un premier mauvais point. Parce que dans ce qu'on s'adresse à tout le monde, on s'adresse à personne. Donc, on va voir ici comment identifier des prospects à potentiel, une cible large, et puis comment on peut la réduire, effectivement, si son marché, c'est tout le monde. Alors, une des premières solutions pour identifier les bons contacts, ça va être de regarder vos succès. Vous pouvez commencer par une analyse simple de l'existant, donc les deals qui ont été faits récemment. Alors, ça peut être le mois précédent, le trimestre, l'année, etc. Et de voir ce qui ressort, s'il y a des niches qui ressortent là-dedans. Donc, c'est ce qui s'est passé chez Nomination. Donc, on a analysé ce qui s'était passé. On a commencé à vendre à une première crèche d'entreprise, puis une deuxième, une troisième. Et puis, donc, du coup, on s'est dit qu'il y avait un marché là-dessus. Donc, on a commencé à faire des campagnes dédiées à ce secteur-là parce que on pouvait s'inspirer des ventes de nos commerciaux et avoir le discours qui allait bien, et puis avoir des références sur ce secteur. Donc, forcément, ça nous a permis de bien attaquer ce secteur-là. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est analyser plus globalement vos clients. Qu'ils sont, critères démographiques, de quel secteur ils viennent, quelle taille d'entreprise vous avez réussi à atteindre. Soit faire ça sur votre portefeuille global, soit prendre une partie de vos clients. Donc là, bien évidemment, votre CRM peut vous aider là-dessus. Alors, bien nettoyer son CRM au préalable pour éviter qu'il y ait des fausses données qui apparaissent dans cette analyse. Mais voilà, ça permet déjà de s'orienter. Là, on peut voir effectivement que le secteur conseil est un secteur où on vend beaucoup. Et une fois que vous avez fait ça, pour aller encore un peu plus loin, vous pouvez croiser d'un côté les secteurs, de l'autre la taille des entreprises. Et au croisement de ces deux critères-là, on va calculer le panier moyen. Donc là, on a calculé le panier moyen sur une base 100. Et très distinctement, on peut voir qu'il y a des secteurs et des tailles d'entreprises qui ressortent. Alors, le conseil grand compte, typiquement, ressort très bien. Mais voilà, ça donne des idées en fonction du volume de comptes à prospecter là-dessus, des actions qu'on peut faire, des plus ou moins grosses campagnes pour adresser ce secteur-là. Et puis, le troisième voie, c'est être malin. Parce que des fois, on se concentre sur un secteur, une fonction, on ne pense pas aux autres. Typiquement, un client du secteur qui vend des prestations RH peut s'adresser en plus des directions RH aux opérationnels qui recrutent directement. Un autre exemple, pour un de nos clients qui est agent business travel, voyage d'affaires, il voulait identifier les entreprises qui avaient un gros budget voyage. Voilà, alors ce critère-là n'existe nulle part. Donc là, voilà, réfléchir comment on peut cibler ce type d'entreprise. Alors, ça peut être une entreprise avec une organisation régionale, avec une structure qui travaille à l'international, qui envoie des consultants travailler chez un client, donc une entreprise de conseil. Voilà, être malin et sortir un petit peu des critères existants pour réfléchir à des critères annexes. C'est comme ça qu'on va réussir à affiner son ciblage au fur et à mesure. Au-delà de sa cible, donc secteur, fonction, il y a des moments. Il y a des moments où votre prospect, il va vous écouter plus que d'autres. On a fait une petite étude il y a quelques années de ça, où effectivement on voit bien que l'appel à froid
versus un appel intelligent, et c'est les mêmes proportions pour l'emailing, va mieux fonctionner. Un appel intelligent, donc avec un prétexte d'appel, un icebreaker, un moment bien précis, va mieux fonctionner. Pour ça, on peut servir de l'actualité. Donc ça donne un motif d'appel et ça permet d'affiner son ciblage. Je vais prendre d'autres exemples, mais l'idée c'est vraiment de trouver la bonne actualité qui correspond, vous, à ce que vous vendez. Par exemple, si je vends un CRM, la croissance externe, le rachat d'une entreprise, c'est un bon signal parce que l'entreprise va vouloir unifier son CRM, avoir le même pour tout le monde. Et donc, si je contacte un DSI à ce moment-là, il va m'écouter parce que c'est son enjeu du moment. Si je vends du conseil RH, du recrutement, je peux identifier des actualités comme un nouveau site, une croissance externe, des vagues de recrutement. Là aussi, c'est des moments forts de l'entreprise où évidemment elle va être plus attentive. Quelqu'un, quand il revient à une conférence, par exemple, je peux contacter différents intervenants à des conférences sur des sujets qui me concernent, où là aussi je sais qu'il m'écoutera davantage. Donc voilà, là l'idée vraiment c'est de réfléchir à comment moi je peux trouver le signal qui correspond à mon business. Et donc, vous pouvez avoir des réponses évidemment positives si vous trouvez le bon signal, comme nous on le fait pour nos campagnes, où ça marche quand même bien mieux que des messages comme Xavier a pu montrer en introduction. Alors, on a le sujet du scrapping. Donc, où est-ce qu'on va chercher sa donnée dans tout ça? Est-ce qu'on va aller scraper du LinkedIn ou autre ou pas? Alors, bien évidemment, il y a plein d'avantages parce que c'est de la donnée hyper accessible, la donnée gratuite. Par contre, ça prend du temps. Si on veut faire ça bien, aller chercher la donnée, la nettoyer, l'enrichir, etc., ça prend du temps. Nous, c'est un travail qu'on fait en interne. C'est pour ça que la donnée qu'on distribue à nos clients est déjà propre et utilisable. Là, j'ai pris 2 exemples qui montrent un petit peu les limites de ce type de pratique. Si on cible le secteur de l'énergie, typiquement, comme vous pouvez le voir, donc en général, quand on cible un secteur, sur beaucoup de plateformes, on cible un secteur via un code NAF. Là, le code NAF de Total Energy, c'est activité des sièges sociaux. Ça sous-entend qu'en utilisant le code NAF énergie, on se retrouvera jamais avec Total dans son ciblage. Donc, vous voyez, c'est un acteur majeur de l'énergie, il se retrouvera pas dans votre ciblage. Mais ce cas-là, il vaut pour tous. Enfin, je sais pas si vous connaissez votre code NAF. Nous, nomination, on se retrouve, donc c'est portail internet. Donc, on va se retrouver avec du Boncoin, Deliveroo, Evaneos, des acteurs qui n'ont rien à voir avec nous. Donc voilà, le code NAF, faut faire attention, c'est pas forcément le bon critère de sectorisation. Et l'autre exemple que j'ai mis là, c'est Generali. Donc, si vous cherchez à prospecter des petites TPE dans le secteur de l'assurance, vous allez vous retrouver avec Generali, alors qu'il y a une petite TPE d'environ 9000 collaborateurs en France. Donc voilà, pour dire que les effectifs, les codes NAF, c'est typiquement le genre de critères où il faut faire attention quand on fait du scrapping. Et chez Nomination, on a fait un test. On a fait un test sur une autre plateforme qui proposait, comme nous on le fait, de cibler les nommés, les personnes qui ont été récemment nommées. Petit benchmark sur une entreprise concurrente à la nôtre. Et manque de peau, ça n'a pas fonctionné. Donc effectivement, quand on fait une campagne sur des nommés avec des gens qui sont nommés depuis 4 ans, l'effet n'est pas terrible. Donc, le scrapping, ça a plein d'avantages, mais vraiment être très attentif à votre fichier et prendre du temps pour le nettoyer si vous fonctionnez comme ça. Ouais, en fait, il y a toujours une sorte de parallèle entre volume et puis qualité de ce qu'on peut fournir. Et en général, on n'arrive pas à avoir les deux en même temps. Et plus on veut faire du volume et aller chercher beaucoup de gens en même temps,
et moins la qualité de ce qu'on va pouvoir proposer derrière, elle va pouvoir être quali. Et ça nous amène à la question du contenu et de la forme. Finalement, si on voit qu'il y a la moitié des gens qui sont ici aujourd'hui, qui sont intéressés par le sujet, qui sont frileux à la prospection et qui se disent tiens, c'est un message automatisé, je vais pas y répondre, c'est qu'il y a un vrai sujet, il y a une vraie question autour de la forme et du contenu. On se dit tiens, ça c'est de l'automation, et du coup, au revoir, merci, quoi. Et en fait, j'aime bien faire le parallèle avec la vie réelle, parce qu'on croit toujours que quand on est dans le digital, quand on est dans les outils digitaux, ça fonctionne pas pareil, etc. Mais si vous appliquez n'importe quelle question business à dire est-ce que je ferais comme ça si je construisais ma maison, ou est-ce que je ferais comme ça si j'allais faire un achat à droite ou à gauche, vous allez voir que la réponse, elle est assez facile, et ce parallèle-là, il peut vous servir beaucoup. Et donc moi, j'aime bien l'idée de me dire, aller dans mon inbox et regarder à quoi je vais répondre, c'est un peu comme quand je vais aller à la librairie. Il y a des choses qui vont m'attirer. Et la première raison pour laquelle je vais aller acheter un bouquin, c'est d'abord, je vais en avoir 200 000 devant moi, et il y a des couvertures, il y a des titres, il y a des choses qui vont m'intéresser. Et ça, c'est vraiment le titre de votre email, c'est vraiment l'accroche sur lequel il va falloir travailler pour soit donner envie, soit être intriguant, enfin voilà, qu'il y ait quelque chose qui se passe, et il y a quelque chose d'un peu émotionnel au départ qui va faire qu'on va cliquer pour en savoir un petit peu plus. Et quand on va cliquer, on va retourner, on va rentrer un petit peu dedans. Donc vous allez prendre votre bouquin, vous allez retourner la couverture, vous allez regarder la 4e de couve, et vous allez voir si le sujet vous intéresse et si vous avez envie de passer un petit peu de temps avec ce bouquin-là. Et c'est un peu comme un copain, vous allez dire j'ai envie de passer du temps avec lui ou pas. Oui, non, le sujet ne m'intéresse pas, hop, on verra plus tard. Et il y a un vrai enjeu là-dessus. Et après, est-ce que j'ai appris quelque chose, et est-ce que ça m'a transformé, est-ce que je vais aller en lire d'autres du bouquin, de tout ça. Et donc bien se dire qu'il faut travailler ce contenu-là, et c'est un peu la clé là-dessus. Sur le contenu, je vais laisser Nathalie continuer, mais il y a plein de choses sur lesquelles vous allez pouvoir travailler qui sont des vrais sujets pour vos interlocuteurs. Et la nomination en fait partie. Alors, on a déjà évoqué à plusieurs reprises, mais évidemment, on se sert nous-mêmes de ce signal-là pour obtenir des leads, et en essayant d'avoir une approche plus humaine. Donc là, c'est un exemple de scénario que j'ai pu vous fournir. On commence par féliciter en proposant une aide à la personne qui vient d'être nommée, par exemple un outil pour l'aider. Deuxième point, là, plutôt que lui proposer un rendez-vous, on peut lui proposer de lui fournir des tips, des conseils pour quelqu'un qui vient d'être nommé, ou pour mettre en place une nouvelle stratégie. Alors, si c'est une direction marketing, ça peut être une stratégie de lead gen, commerciale pour l'aider dans sa prospection, etc. Donc, vraiment, dans une approche plutôt conseil que dans une demande de rendez-vous. Troisième point, on peut partager des success stories de son entreprise et lui proposer de s'appeler pour proposer d'autres cas. Et puis seulement au 4e email, on commence à parler de nous et de son produit pour essayer d'obtenir un rendez-vous avec une rapide relance. Donc vraiment, la partie demande de rendez-vous business arrive assez tard, au 4e email, mais pour autant, on a commencé à engager une relation, à le féliciter, à lui parler de lui, à lui proposer des bonnes pratiques, et donc vraiment à créer du lien. Là, je vous ai mis un exemple de message qu'on a adressé. Donc, c'est le premier message de la série. Où voilà, en fait, l'icebreaker est extrêmement important, ainsi que l'objet, évidemment. C'est ça qui va faire que votre email va être lu ou pas. Donc, déjà, dès l'objet, son prénom, on lui parle de lui, ça concerne son actualité, ça intrigue. Et puis, icebreaker, première phrase, il sait pourquoi je le contacte. Il sait que je suis au courant de sa prise de fonction. Donc, ça incite à lire la suite. Donc, vraiment faire attention à ces éléments-là, c'est très important. Et c'est une campagne où on a eu de très beaux taux de retour avec 21 demandes de rendez-vous. Pour vous dire que ça a bien fonctionné. Une autre campagne que je voulais vous partager qui fonctionne très bien, c'est une approche par camarade de promotion. Donc, j'ai fait telle école, j'ai fait telle université, vous aussi, aidez-moi.
Donc c'est vraiment, encore une fois, une approche très humaine, d'entraide, qui permet de décrocher pas mal de rendez-vous avec ce point commun qui a un lien. Donc là, ce qu'on fait, c'est que premièrement, voilà, on se présente, on dit qu'on a fait la même école. Deuxième échange, on peut proposer d'échanger. Puis si c'est pas cette personne-là qui est en charge de nos sujets, peut-être que s'il veut pas prendre rendez-vous directement avec nous, nous aider et nous dire qui est la personne en charge. Et puis pareil, success story pour prouver que notre solution fonctionne avec une relance. Là encore, j'ai voulu vous fournir un exemple. Et donc, encore une fois, l'idée, c'est dès l'objet, mettre en avant le pourquoi je vous contacte. Et donc là, voilà, un trade entre anciens de l'ESSEC, typiquement, on sait de quoi ça parle, on a mis le point commun en avant, et c'est ça qui fait que la personne va ouvrir. Et pareil, sur la première phrase, continuer dans cette lignée-là. Ouais, si vous écrivez x10 sur ta prospection commerciale, il y a des chances que vous ayez un petit filtre en disant ça, c'est de la prospection automatisée, quoi. Forcément, il y a moins de liens. Et ça, ce type de campagne, vraiment, c'est des campagnes qui fonctionnent très bien. Là encore, voilà, sur des très petits volumes, on arrive à décrocher des rendez-vous. Donc, servez-vous, voilà, des points communs également que vous avez avec vos cibles pour mettre en place des campagnes. Ouais, peut-être un exemple pour illustrer un petit peu tout ça. Qu'un exemple que j'avais reçu il y a un petit moment, mais que je trouvais très bien. Et on va regarder pourquoi. Bonjour Xavier, vous êtes partenaire de Salesforce. J'aimerais beaucoup échanger avec vous prochainement pour voir ensemble si un partenariat peut avoir du sens pour nos activités. On aide les entreprises à faire ceci, cela, machin, avec quelques termes un peu techniques. Est-ce qu'on peut s'appeler courant de semaine prochaine, par exemple, pour prendre un café lors du Salesforce Tour? Ce qui est bien là, et il y a plein de choses qui sont bien là-dessus, c'est que, la personne, elle s'est vraiment renseignée évidemment sur ce qu'on fait et sur qui sont les partenaires avec qui on travaille. Ensuite, il y a une approche assez directe, assez concrète sur ce qu'on peut faire ensemble. Et ensuite, il y a une proposition pour se rencontrer dans les prochains jours avec une date, etc. ou à un événement sur lequel on va vraiment aller, puisque c'est le Salesforce World Tour, que globalement tous les partenaires Salesforce, il y a des chances qu'ils y aillent, c'est le grand rendez-vous annuel, etc. Et donc c'est pas forcément compliqué d'arriver à mettre en place ce genre d'outils. Vous pouvez changer le prénom, vous pouvez changer un ou deux trucs, mais il faut que ça tombe juste et qu'il y ait une raison à l'approche d'une date, par exemple, à l'approche d'un événement qui est important pour nous, de prendre contact avec la personne et de dire on peut faire des choses là-dessus. Et puis l'autre chose, c'est qu'en termes de forme, on a quelque chose qui est incarné. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais entre le message de Mathis ce matin, les quelques messages qu'on a pu voir, etc., ce qui fait aussi toute la différence, c'est qu'on est dans un message incarné. On a une signature, on voit la personne, on a un logo. Si on a un petit doute, on peut aller voir qui est l'entreprise, etc. On a quelque chose qui va faire le lien entre le texte et la projection que je vais me faire de cette entreprise-là. Et dans une petite bannière, ça me rappelle qui ils sont, ce qu'ils font exactement. Et donc, ça me donne du contexte aussi sur la raison pour laquelle ils me contactent. Et surtout, on a un message qui est vraiment personnalisé. Et donc, la clé aujourd'hui, c'est d'éviter de faire des messages qui sont trop... ça pourrait s'adresser à tout le monde, et de faire des choses qui sont plus humaines, plus incarnées, puisque finalement, si aujourd'hui on a, je crois, 54% des gens ce matin-là, enfin de vous qui dites on répond pas à des emails de prospection automatisés, c'est parce que c'est pas incarné, c'est parce que on a repéré que c'était quelque chose qui était écrit à la volée par une IA ou par une proposition d'automation. Et que en fait, aujourd'hui, les entreprises, où nous, on répond en tant qu'être humain à d'autres êtres humains, et notamment dans le B2B, dans le temps long du B2B, on va pas forcément vouloir travailler avec des outils, mais on veut travailler avec des gens, et avec des gens qui vont nous apporter de l'expertise, qui vont nous apporter quelque chose, nous accompagner dans la fameuse mission, le fameux challenge dont parlait Nathalie tout à l'heure. Et donc voilà, un exemple de chose qui est vraiment réussi en termes de prospection et qui fonctionne derrière. Donc peut-être si on doit résumer, parce que le temps avance et puis on voudrait aussi pouvoir faire une conversation, échanger un petit peu ensemble, l'idée c'est de se dire
il y a un énorme enjeu sur le titre. Le titre, c'est pas forcément... Alors, ça peut être basé sur un chiffre, ça peut être basé sur quelque chose de concret en disant, bah voilà, où est-ce que je peux t'emmener. En même temps, des emails comme ça, il y en a de plus en plus. Et donc, la question, c'est est-ce que je fais pas un titre un tout petit peu neutre qui me donne envie d'en savoir plus ou qui me pose une question ou qui, enfin voilà, mais qui reste court et qui me dit pas tout, parce que si vous dites dans le titre tout ce que vous voulez dire à la personne, bah finalement, elle n'a pas besoin d'ouvrir le mail et donc elle va le trier avant même de l'avoir ouvert. Et ensuite, c'est d'être le plus honnête possible dans la formulation, dans la manière dont on s'adresse à la personne, d'avoir une raison de contacter cette personne-là. Tant que vous n'avez pas trouvé cette raison, eh ben, ça sert à rien de faire votre automation, votre campagne ou de chercher plein de gens à contacter. Il faut que vous ayez vraiment le point de départ, c'est vraiment de trouver cette raison-là. Et ensuite, de rester suffisamment simple pour qu'on puisse comprendre ce que vous voulez faire et de ne pas dire j'ai vu sur votre site internet, j'ai vu sur LinkedIn que, etc., mais qu'on ait vraiment le contexte qui soit mis en avant. Et à la fin, bah, c'est sur la forme, c'est ce que je disais juste avant, c'est de pouvoir incarner les choses, de mettre en avant l'entreprise, de vous mettre en avant et que ça soit pas juste un truc de robot en disant tiens, ça sera plus facile à mettre en place pour scaler, quoi. Voilà un peu ce qu'on voulait vous partager ce matin. Je ne sais pas si Nathalie, tu veux rebondir là-dessus. L'idée, c'était vraiment de s'arrêter sur le sens et sur le contenu, plus que sur que les outils ou on va dire la stack technique sur comment organiser tout ça, quoi. Oui. Non, c'est un beau résumé que vous avez. Maintenant, si vous avez des questions, des sujets que vous voulez approfondir, n'hésitez pas à utiliser le chat. On est là pour répondre. Et dans ceux qui, par exemple, mettent en place des campagnes aujourd'hui, est-ce que vous êtes satisfait des résultats? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous voulez vous améliorer? Est-ce que, enfin, voilà, quelle est votre attente aujourd'hui? Est-ce que c'est juste de la veille? Est-ce qu'il y a des vrais sujets sur lesquels vous voulez avancer où on peut peut-être partager un peu des tips? Parce que on va pas enfin, voilà, on n'est pas une réponse forcément technique directe, mais par contre, on peut vous partager notre expérience là-dessus. Et c'est tout l'objectif. Donc, n'hésitez pas à poser des questions ou à rebondir un peu sur tout ça, qu'on puisse vous aiguiller au mieux là-dessus, quoi. Alors, on a Adrien qui est en train de taper un message. Après, on n'est pas rentré dans tout le volet des livrabilités, etc. Alors, pour répondre à Adrien, pour savoir si on a des tips pour mieux gérer les relances, il y a un truc que moi je conseille de ne pas faire, c'est de dire alors vous m'avez pas répondu, etc. et d'essayer de créer une sorte j'allais dire de dette morale ou affective sur le truc, ça sert à rien. Le but du jeu, c'est de continuer à proposer différentes informations autour de ce que vous faites, d'apporter de la valeur progressivement autour de ce que vous faites, plutôt que de dire alors vous m'avez pas encore répondu, etc., quoi, qui a tendance à être un irritant et de pas forcément augmenter le taux de réponse, quoi. Oui, je suis d'accord avec Xavier, ou même je permets de vous recontacter. Vraiment aller à l'essentiel et réfléchir à ce que chaque relance apporte de la valeur à votre prospect. Donc apporte une nouvelle information et un objectif. Et en fait, dans la relance, ça sert à rien de faire une relance pour redire la même chose que précédemment. Vraiment penser à apporter de la valeur à chacun de ces emails. Ensuite, sur la question d'Erika, est-ce que l'automation, c'est réellement plus efficace qu'un emailing? En fait, pour moi, c'est vraiment deux outils très différents. Le premier, l'emailing, ça va être l'entreprise qui va prendre la parole, qui va partager de l'information avec une communauté de gens qui sont intéressés par ça, qui sont inscrits à la newsletter d'une manière ou d'une autre, et qui veulent avoir un peu d'infos ou qui reçoivent de temps en temps un peu les nouveautés de ce que va faire l'entreprise.
Et l'automation, on parle de une personne qui va s'adresser à une autre personne en disant bonjour Eka, on fait ci, on fait ça, ou comment est-ce que vous traitez tel sujet, ou est-ce qu'on se retrouve à tel endroit ou à tel rendez-vous, etc. Et donc c'est pas l'entreprise qui prend la parole, c'est une personne de l'entreprise qui vient un peu savoir où est-ce qu'on est tel ou tel prospect et si ça a du sens qu'on vienne l'aider à améliorer tel ou tel point. On a une question de Sylvie aussi. Faut-il, je vous en prie Erika, faut-il bannir l'envoi d'emails via des adresses génériques ou des noms d'entreprise? Oui. C'est un oui franc. En email automation, comme le disait Xavier, c'est un humain qui parle à un autre humain. Donc vraiment le plus personnifié possible. Et donc ça passe aussi par l'adresse d'envoi, qui doit être l'adresse de quelqu'un de l'entreprise. Alors, très important, si vous voulez faire du volume aussi par rapport à ces emails-là, c'est de ne pas utiliser le nom de domaine principal de l'entreprise. Si vous voulez faire des tests du volume, du machin, etc., c'est de partir sur un nom de domaine qui soit différent. Et ce nom de domaine-là, lui mettre un compte Google Workspace ou lui mettre un compte Microsoft 365, faire vos envois, faire tester. On pourrait faire tout un webinaire sur la partie technique, mais en gros, ce que font, je sais pas, des Lemlist, des Wallaxy ou ce genre de trucs qui vous proposent de mettre en place des campagnes ou de la grosse machine ou ce genre de choses, c'est d'utiliser un nouveau nom de domaine, de ce qui s'appelle préchauffer le domaine et donc faire des envois d'emails un peu automatisés à partir de cet email-là pour dire, regardez, il y a déjà des échanges réels, etc. C'est un peu la technique qui se bat contre la technique de, moi je suis une messagerie et donc je veux limiter les envois un peu intrusifs, etc. Donc, il y a des petites couches qui se mettent en place là-dessus progressivement. Mais si vous voulez faire des tests, c'est de ne pas le faire sur votre nom de domaine principal et de ne pas mettre de trackers dans tous les sens pour juste être dans la prospective, poser quelques questions, savoir s'il y a des choses à faire ensemble, etc. Et que la seule réponse que vous attendiez, ça soit oui, tiens, pourquoi pas, ou quel on a rendez-vous, et ensuite, on va aller un petit peu plus loin, mais on s'en fiche d'avoir des taux de réponse, du tracking dans tous les sens, etc. Ce qu'on veut, c'est obtenir déjà quelques échanges et lancer une conversation avec quelqu'un. Et après, ce que dit Christophe, ça reste une quadrature combinée le volume et la personnalisation. Moi, aujourd'hui, j'aurais tendance à travailler sur des plus petits volumes ou des plus petites séquences, moins de gens et mieux travailler et utiliser vraiment toute la partie on va dire IA, automatisation, etc., pour bien comprendre qui est la personne que j'ai en face de moi et pour bien avancer, plutôt que d'essayer de faire au max le volume et de dire j'ai un produit qui va pouvoir toucher la terre entière. C'est vraiment de faire des petites, des petits segments d'entreprises, de secteurs de marché, de verticales, etc., de voir comment ça prend et ensuite d'avancer progressivement. Oui, ne pas se dire parce que ma campagne a du volume, j'aurai plus de résultats. Aujourd'hui, ça l'était peut-être vrai à une époque, aujourd'hui ça ne l'est plus. Donc vraiment réfléchir en termes de segmentation, de messages personnalisés, de messages ciblés. Ouais, et sur des volumes de fait. Non, mais c'est ça, on est des SaaS dans la tech, et c'est pas pour autant qu'on va adresser 1 million, 1 milliard de boîtes email directement. C'est vraiment de le faire par petits bouts et de voir un peu comment ça agit parce qu'on a des raisons, parce qu'on a des choses à partager sur ce segment-là, parce que ça a du sens par rapport à telle évolution réglementaire, par rapport à tel événement, par rapport à tel... Enfin, voilà, trouver un peu les raisons et ensuite d'organiser un petit peu son fichier de prospection. Et là, les bases de données, les outils d'IA, il y a plein de choses qui vont vous aider, mais à être plus précis, plus personnel, plus proche des gens, plutôt que d'en faire encore plus. Ça viendra petit à petit, vous allez signer les clients petit à petit. Alors, on a répondu aux questions qui étaient déjà affichées. Si ça a éveillé la curiosité de certains, si vous avez d'autres questions, on est encore là. Ouais, c'est ça. Et puis après, n'hésitez pas aussi à nous relancer à un moment plus tard où est-ce qu'on continue la conversation
Est-ce qu'on continue la conversation sur LinkedIn, sur nos emails, etc. Vous avez peut-être mettre, hop, hop. Tac. On partage nos profils. Tac. Comme Voilà. ça, si vous avez des questions par la suite. Mon mail comme ça, hop, vous aurez le droit d'aller m'envoyer un petit message directement. Ou alors ça vous fera un contact de moins pour votre prospection automatisée, aller chercher la base. Bien vu. Mais voilà, l'idée c'est de... tout ça bouge, on essaye tous un peu des choses, on partage un petit peu ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, ce qu'on voit, ce qu'on ressent aussi vis-à-vis de tout ça, et qu'on puisse, si on peut, vous aider sur ce sujet-là et vous aider à améliorer votre ciblage, votre contenu et à mieux incarner tout ça, quoi. Et en espérant que ça vous a inspiré, si vous mettez ce qu'on vous a présenté en place, n'hésitez pas à nous donner vos retours et les résultats que vous avez obtenus. Carrément. Eh ben super. Eh ben peut-être qu'on peut clore, un peu ce webinaire du matin et vous laisser démarrer et puis poursuivre un peu avec toutes vos tâches que vous avez sur votre to-do du jour. Merci à tous pour cet échange et puis à très bientôt. Merci à tous. Passez une bonne journée. Au revoir. Je vois une dernière question arriver. Est-ce que vous aurez le replay? Oui, on vous envoie le replay. Vous pourrez regarder tout ça. Coraline, pas de souci. Bonne journée. Au revoir. Allez, à très bientôt.